Bon, bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette série de 4 cours sur STRL. Donc, la chose qui m'a occupé principalement pendant les 30 dernières années et qui est assez abondamment documentée. Donc, vous trouverez bien sûr des tas de papiers sur ma page web, etc. Mais comme il y en a beaucoup, je vous ai fait à la fin de Transparent une petite liste de références. Il y a un bouquin que j'aime beaucoup qui est pratique, qui s'appelle Programmation synchrone des systèmes réactifs avec STRL et les 5 chartes, de Luigi Zaffalon à l'école d'ingénieurs de Genève. Et c'est un livre qui est très bien fait, entièrement plein d'exemples. Il y a des livres plus techniques et plus ardus, comme Compiling STRL par Dimitri Potop, Steven Edwards et moi-même. Et puis, vous avez STRL en coréen pour ceux qui aiment le coréen. Et puis, vous avez un livre très important qui s'appelle Modeling Reactive System with State Charts. Alors, je ne parlerai pas beaucoup des state charts, mais c'est quelque chose qui a marqué le domaine. J'en parlerai un tout petit peu. Et je commence par quelque chose de très intéressant pour la science. State charts, c'est vraiment une des grandes inventions de la programmation au XXe siècle, inventée par David Harel. L'article qui a présenté ça a été refusé par 4 journaux, ce qui est quelquefois un signe de qualité. Et l'article d'STRL le plus cité, qui n'est pas celui que je vous conseille de lire, n'a jamais été référié parce que les référies n'ont jamais répondu. Il a été publié sans être référié, ce qui prouve que le système de publication n'est pas encore complètement au point, mais ça on le sait. Alors, donc STRL a eu plusieurs générations, et on va parler de 2 générations différentes. La génération V5, qui est une génération universitaire, ce qui ne veut pas dire amateur. Depuis le début, je dirais ça. Et Emmanuel Lodino, qui a été un des grands utilisateurs des STRL V5 et puis après du reste, nous parlera de son utilisation justement en avionique et chez Dassault en particulier, chez Dassault Aviation en particulier, dans le séminaire qui suivra immédiatement. Je dis ça pour les internautes que j'ai oublié de saluer. Et ensuite STRL V7, version tout à fait industrielle, dont on parlera dans les 2 cours après, qui après un succès technique considérable est malheureusement morte de la crise de 2008, et est maintenant enterré, je le dis en public, chez Synopsys, qui refuse obstinément que même moi j'en ai un exemplaire. Mais ce n'est pas grave, ça n'empêche pas d'en parler. D'autant plus que STRL V7 était en normalisation I3E et que le document quasi final existe. Et donc le langage appartient au domaine public. Alors de quoi parlons-nous dans toute cette série ? Eh bien on parle de systèmes réactifs. Alors, en 1982, rappelez-vous, c'était l'enfance de l'informatique. Les stations de travail commençaient à exister, juste avec des 68 000. Et nous, on travaillait avec des automaticiens dans 3 labos en France, Sofia, Rennes et Paris. Sofia, Rennes et Grenoble, désolé les Grenoblois, sur ces systèmes-là, parce qu'on travaillait avec des automaticiens qui essayent de contrôler le monde, avec des dispositifs électroniques en particulier. Et alors, un système réactif, c'est quoi ? Eh bien, c'est quelque chose, c'est une boîte qui a des signaux, des capteurs, et qui va fabriquer d'autres signaux et d'autres valeurs. Par exemple, un frein de voiture, un pilote d'avion, mais aussi une interface homme-machine, un joystick, un peu n'importe quoi qui ne calcule pas factoriel, mais qui fait une interaction constante avec son environnement. Et dans ces systèmes-là, il y a vraiment 2 sortes de sous-systèmes. Il y a ce qu'on appelle les interactifs et ce qu'on appelle les réactifs. Les interactifs, c'est l'interaction est guidée par l'ordinateur, c'est lui qui dirige. Par exemple, le web, ce n'est pas vous qui dirigez les timings à l'intérieur du web, c'est le web qui vous donne les données quand il a envie. Alors, ce qui peut être assez lent quand on habite la campagne, comme chacun sait. Et par contre, les réactifs, c'est l'inverse, c'est le processus physique qu'on contrôle, qui est le centre, c'est lui qui dirige, ce n'est pas l'ordinateur. L'ordinateur est esclave du processus physique et pas l'inverse, physique ou mental. Par exemple, freiner dans une voiture, ce n'est pas le bon vouloir de l'ordinateur qui dit quand ça se fait. Donc, c'est 2 choses qui sont en fait très différentes. Les systèmes interactifs ont donné les grands systèmes distribués de type web, et les systèmes réactifs ont donné tout le pilotage des objets que vous avez dans les mains. Et ça commence à se relier, comme nous le verrons dans un cours qui s'appelle donc Hop et Hip-Hop, où on va prendre les concepts d'STRL pour les mettre dans le web, avec Manuel Serrano, qu'on verra dans l'avant-dernier cours. Bien. Alors, à l'époque, on distinguait assez fort, pour des raisons techniques, 2 choses différentes dans ces systèmes, le contrôle et les données. Donc, les données, ce qu'on appelle un système orienté données, c'est les données passent et on calcule dessus un peu toujours de la même façon. Faire voler un avion, c'est résoudre des équations différentielles, plus ou moins, et ces équations ne bougent pas trop avec le temps, et on les résout, et le programme fait toujours la même chose, mais dans un environnement qui est, lui, extrêmement changeant.
Et puis les contrôles, c'est l'inverse. On reçoit des signaux, des interruptions, des appuis de boutons, des pannes, etc. Il faut gérer tout ça. Et donc on passe sa vie à changer d'action. Et ces deux domaines sont techniquement assez différents, et ils étaient très distingués dans les langages. Et par exemple, STRL a été conçu originellement pour le contrôle, et StateCharts aussi. Et Argos et 5Charts sont des variantes, Argos à Grenoble et 5Charts à Sofia, sont des variantes fabriquées, des variantes graphiques prises sur le principe des StateCharts, ce qui n'est pas tout à fait synchrone, comme on le verra. Ou comme on ne le verra pas d'ailleurs dans ce cours. Alors que Lustre à Grenoble et Signal à Rennes sont des langages orientés données, donc des blocs diagrammes d'automaticiens, si on veut, rendus réels et propres. Et ces choses-là étaient assez différentes. Maintenant, elles sont tout à fait mariées dans les nouvelles versions, STRL V7 qu'on verra la semaine prochaine, et Skate 6 dont j'ai déjà parlé ici, et dont nous parlera Bruno Pagano en séminaire la semaine prochaine. Voilà. Alors, je rappelle des choses de ma leçon inaugurale. Le temps multiforme hiérarchique, ça, c'est vraiment la naissance d'STRL. Donc, quand vous avez des coureurs à pied sur un stade, ils vont manipuler des événements qui produisent des temps ou des quasi-temps qui sont de nature extrêmement variée. Mais ils sont de nature physique extrêmement variée, mais logique pareille. Par exemple, voilà l'interface en STRL de mon module training, la chose qu'il faut que vous fassiez pour rester en forme. Donc, par exemple, vous avez le temps vrai. Enfin, le temps vrai, si tant est que ça existe. Seconde, heure, matin. Ça, c'est des unités du temps physique, si on veut. Le temps physique, personne ne sait ce que c'est. Jean Dalibard donne sa leçon inaugurale jeudi prochain. Je lui ai demandé s'il savait ce que c'était que le temps de physique. Il dit qu'il n'y a aucun autre moyen de le comprendre que de le considérer comme un paramètre des équations. Tout le reste, ce n'est pas de la physique. Ce qui n'empêche pas qu'on y pense. Et donc, on a des relations, c'est-à-dire qu'une heure implique une seconde. Il n'y a pas d'heure sans seconde. Et par contre, un matin implique une seconde. Ça simplifie, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais il n'y a pas forcément de raison qu'un matin implique une heure. Donc, qu'est-ce que c'est que ces relations? C'est des choses qui vont nous restreindre notre espace d'entrée, essentiellement. Et ça va être important en vérification en particulier, ou en optimisation. Et puis, on a d'autres signaux répétitifs qui vont se comporter comme des temps, le mètre, le tour de piste, le pas et le battement de cœur. Okay? Et il n'y a pas de différence logique entre dire attendre 10 mètres ou attendre 10 secondes. Ça, c'était vraiment le fondement d'STRL. Il y a une relation qui dit que le tour de piste fait un nombre entier de mètres, si la piste est bien faite. Et puis ensuite, il va y avoir le code, qu'on va voir après. Okay, donc ça, je pense que c'est assez clair. C'est une notion de signaux qui tous fabriquent des temps logiques. Alors le programme, il va marcher comme ça, et je vais donner ses ingrédients, dont j'ai déjà montré ici, mais on va le détailler et le faire vivre vraiment. Première partie, run slowly. Alors ça, c'est une astuce, parce que run, c'est un mot-clé du langage qui veut dire exécuter un sous-comportement, ça ne veut pas dire courir. Et slowly, ça va être un programme STRL ou n'importe quoi, qui va faire le comportement d'aller doucement, par exemple pour un robot ou pour vous. Votre corps est plein d'horloges, donc ça j'espère en parler un de ces jours. Et donc, run, exécution d'un sous-module. Alors, mais run slowly, c'est quelque chose qui dure infiniment longtemps et on va le borner dans le temps. On va le borner dans le temps en disant comment? En disant abort run slowly when 100 meters. On écrit toujours en anglais là-dedans, c'est comme ça. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on utilise une instruction de préemption, qui est quelque chose qui n'existe pas vraiment dans les langages classiques, c'est peut-être la première des inventions du domaine. La préemption, ça arrête l'exécution. Dans la programmation classique, il y a toujours des choses qui démarrent l'exécution. Dans les langages synchrones, comme STRL, on va arrêter l'exécution. Donc on arrête au bout de 100 mètres. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, pendant 15 secondes, donc avec encore une préemption, à chaque pas, sauter et souffler. Ça aussi, c'est une préemption, parce qu'à chaque pas, on va arrêter ce qu'on est en train de faire, et puis comme c'est une boucle, Evry, on va revenir le recommencer à zéro. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme instruction là-dedans? Il y a la séquence temporelle, c'est-à-dire c'est dans les temps, vous voyez, c'est des temps de l'environnement, ce n'est pas des temps de l'ordinateur, ça. Et puis le parallélisme. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va aller à fond. On a fini l'échauffement, on va à fond. Et puis ça durerait un temps infini, mais on va le borner et on va dire refaire ça à chaque tour. Donc le tour est une unité temporelle qui va provoquer l'arrêt et la réexécution immédiate de ce programme, et borner le tout à 4 tours, et ensuite faire ça tous les matins, ce qui est encore une instruction de préemption, tous les matins ou de déclenchement. Tous les matins, on va faire ça.
Donc voilà ce programme, donc je pense qu'il se comprend très facilement. L'exercice vraiment intéressant, c'est d'essayer de l'écrire en C, en Java ou en ce que vous voulez. Vous allez voir que vous n'allez pas y arriver, et surtout pas y arriver d'une façon telle que le programme soit facile à modifier. Vous arriverez à écrire ça, mais si vous changez un tout petit truc, eh bien, il va falloir changer plein de codes dans votre Java, Automate ou n'importe quoi. Et donc ça, c'est la grande vertu de ces langages, c'est de savoir parler du temps. Alors, dernier ingrédient, j'en ai parlé aussi, cette partie-là est difficile pour le cœur, et donc on va surveiller le cœur, et s'il y a un problème de cœur, par exemple le cœur s'arrête, eh bien, on va arrêter tout ça à l'aide d'une instruction exit, et on va aller à l'hôpital. Alors, cette instruction exit, c'est ce qu'on appelle un traitement d'exception ici, dans ce cas-là, mais ça sert à beaucoup plus que ça. Les exceptions, ce n'est pas exceptionnel. TRAP, ça sert à tout, vous allez voir. Mais là, c'est visiblement un traitement d'exception. Alors, qu'est-ce qui fait marcher ce langage? Eh bien, ce langage, il avait été inventé pour une course de voitures robots, je vous en parlerai après. Et la première chose qu'on a comprise, c'est que le langage a été inventé par des automaticiens. Mais qui était un peu informaticien, qui connaissait bien l'informatique, même Jean-Paul Rigaud, Jean-Paul Marmora. Et le style leur paraissait bien, mais ce n'est pas parce que le style est bon que ça fait du sens. Des langages de programmation foireux, il y en a plein, l'informatique. Et donc, en regardant ça, moi qui faisais complètement autre chose, je me suis dit, en fait, il y a une très belle idée derrière, c'est que ce programme est très facile à comprendre et à exécuter si l'ordinateur sur lequel on l'exécute calcule infiniment vite. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a aucun problème. L'administration, c'est-à-dire point, virgule, parallèle et tout ça, ça prend un temps zéro si l'ordinateur va vite. La seule chose qui prend du temps, c'est ce qui est marqué prendre du temps, comme attendre un pas, comme attendre 100 mètres, ça prend du temps. Et on évite comme ça quelque chose qui est très très constant dans les systèmes temps réel, classiques, en particulier avec des OS, qui est l'interférence entre le calcul, entre les événements de l'extérieur et le temps propre de l'ordinateur. Si on suppose que l'ordinateur n'a pas de temps propre, eh bien, on va complètement annuler cette interférence. Alors, on s'est fait jeter, on s'est fait traiter de gens stupides pour dire ça. Il y a encore des gens qui pensent ça, d'ailleurs. Bon, simplement, tout le monde s'est aperçu maintenant que c'est ça qu'il faut faire. Mais par contre, il faut évidemment contrôler ce que veut dire. Quand est-ce qu'on est dans cette hypothèse-là? Cette hypothèse-là, c'est la même que la mécanique newtonienne. Mécanique newtonienne, le Soleil et la Lune s'attirent en temps zéro. Il n'y a pas de temps dans les équations newtoniennes sur la gravité. Enfin, le calcul de la force n'a pas de temps à l'intérieur. Et la mécanique newtonienne, ça marche très bien. Bon, évidemment, les gens de la relativité et de la mécanique quantique ont dit que tout ça, ce n'était pas vrai, mais ça n'a aucune importance parce qu'en physique, ce qui compte, ce n'est pas d'être vrai ou pas vrai, c'est d'être suffisamment vrai pour la solution de son problème. Quand on fait du contrôle d'atomes uniques, on ne fait pas de la mécanique classique, mais quand on joue au billard, on fait de la mécanique classique. Et d'ailleurs, si vous suivez le cours d'Haroche, il vous expliquera que quand on travaille sur les atomes de Rydberg, on fait de la mécanique classique, même en quantique. Donc, c'est savoir utiliser le bon outil pour quelque chose de la clé. Et donc, on verra comment on réalise ça quand on verra la compilation. Voilà le code de Checkheart qui montre bien l'imbrication des temps. Tout ce qu'on dit, c'est loop, await 3 secondes, exit heart attack, each heartbeat. Ça veut dire quoi? Le comportement par défaut, c'est attendre 3 secondes et dire que le cœur a arrêté de battre. Et ce comportement est annulé et recommencé à chaque fois que le cœur bat. Vous voyez? Donc ici, on annule les secondes par le battement de cœur, mais on pourrait aussi faire l'inverse. Toutes les unités de temps sont identiques conceptuellement. Donc c'est très simple, mais il faut s'y habituer. C'est-à-dire que quand on est habitué à programmer en C, il faut un temps d'adaptation mentale pour comprendre que c'est simple. C'est toujours plus difficile de comprendre les choses simples que les choses compliquées. Alors, donc les idées fondamentales, les voilà. Administration et communication en temps zéro. Parallélisme, déterminisme et compréhensible. Ah oui, ce programme-là est totalement déterministe. Dans la littérature informatique, on vous dit le parallélisme, c'est nécessairement non déterministe. Vous verrez ça marqué partout. C'est juste pas vrai. Il y a 2 sortes de parallélisme, j'en ai déjà parlé ici. Il y a le parallélisme, 3 sortes. Il y a le parallélisme asynchrone, qui est non déterministe. Le parallélisme vibratoire, comme la propagation de l'électricité dans les circuits, qui est non déterministe, mais confluent, et puis le parallélisme synchrone, qui est lui déterministe. Et le rapport intéressant, c'est entre confluence et synchronisme. Bien. Dernier point, les instructions sont faites pour quelque chose de très important, c'est éviter le coupé-collé. Le coupé-collé est la plaie de la programmation, et donc le partage de comportement.
Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui, on va le voir, qui est plus compliqué à faire dans les langages Dataflow. La sémantique mathématique, alors tout de suite, on a dit, mais pour qu'un truc comme ça ait du sens, il ne faut pas faire comme les copains, il ne faut pas faire un langage avec un vague manuel en anglais, des instructions dont on ne sait pas trop ce qu'elles font, puis après on se débrouille, on commence par coder, et puis après on est coincé avec le langage pendant des mois. Je l'ai montré par exemple pour Stateflow, c'est un peu vrai pour StateCharts aussi, malheureusement pour ça, parce que StateCharts n'a pas tout à fait pris la bonne notion de causalité. C'est lié à la compréhension des phénomènes de causalité dont on va parler. Et alors là, mon choix personnel, qui n'est pas le choix de tout le monde, c'est de ne jamais prendre de restrictions artificielles pour simplifier. Il y a des tas de choses qu'on peut faire pour simplifier. On dit « Oh, ce cas est compliqué, donc je ne le traite pas ». Par exemple, il y en a une qu'on discute beaucoup, c'est « je vais mettre des retards », comme ça. L'utilisateur, il s'en fiche d'avoir un retard en plus. Je mets un retard, comme ça, il y a tout qui est simple. Et bien ça, j'y crois pas, surtout quand on fait des circuits. Mettre des retards dans les circuits, c'est une opération qui coûte très cher. Et en fait, ce qu'on fait souvent, c'est de reporter la difficulté qu'on a soi-même en tant que concepteur de langage et de compilateur, de la reporter à l'utilisateur, et ça, je pense que ce n'est pas gentil pour l'utilisateur. Alors, il y a des fois où on fait des restrictions, on le verra dans la compilation, ce n'est pas pour simplifier, c'est parce qu'on a des compromis, complexité, propreté, complexité à gérer. Mais quand on a compris totalement la propreté, on peut gérer ces compromis. Mais les faire avant de comprendre, ça, c'est dangereux. Pour moi. On voulait avoir une implémentation, une utilisation professionnelle, c'est-à-dire même si c'est universitaire, moi, je n'aime pas les protos, je trouve qu'on n'a pas le temps de faire des protos, c'est trop coûteux de faire des protos, autant passer direct à la vraie chose. Et je voulais pouvoir, en gros, voler sur le compilateur, même universitaire. Je ne crois pas que ce soit le cas, mais enfin, moi, je n'ai jamais volé sur le compilateur universitaire, je ne sais pas si des gens ont volé sur le compilateur universitaire. Et puis avoir de la vérification formelle, parce que je pense que débugger les programmes, c'est trop sérieux comme activité pour être laissé à des humains, et que la seule solution de débugger vraiment des programmes, c'est de le faire par d'autres programmes. Et ça, ce sera, je pense, dans 2 ans, on va consacrer l'année entièrement à ça. Et puis ensuite, avoir des vrais utilisateurs professionnels et pas des groupies. Donc la différence entre les groupies et les utilisateurs professionnels, c'est que les groupies, ils utilisent ça parce que ça leur fait plaisir, alors que les professionnels, ils utilisent ça parce que ça leur sert dans leur métier et pas uniquement pour leur faire plaisir. Travailler avec des professionnels, c'est beaucoup plus dur, mais je trouve ça beaucoup plus rigolo. Beaucoup plus exigeant. Puis surtout, on a des critiques qui ne viennent pas de son même monde. Je pense qu'Emmanuel Le Dino aura quelques petits messages à donner là-dessus, on verra. Alors, expliquons un tout petit peu maintenant les fondements de la SRL avant de rentrer un peu dans les détails. Donc, le principe est tout bête, hein. Votre ordinateur va infiniment vite, et le seul moment où il attend, c'est quand il y a marqué « attendre ». Alors, l'instruction de base pour attendre, c'est « pause », qui veut dire attendre un coup. Donc, le coup, c'est quoi? Eh bien, c'est une excitation du système. Le système, tout seul, comme il va infiniment vite, il passe son temps à ne rien faire. En dehors des moments où il ne travaille pas. Donc, il travaille par des diracs de temps. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attend un signal de l'environnement, qui peut être 1 seconde, 1 mètre ou n'importe quoi, ou un tic de façon générale, on appelle ça un tic. Il attend, là il travaille en temps 0, puis il attend le suivant. Alors regardons le premier tic, on dit emit A, donc on émet A. Ensuite le contrôle passe, comme d'habitude, par la séquence à emit B, mais sans changer d'instant, puisque l'ordinateur va infiniment vite. Donc on émet B dans le même instant, et ensuite on fait pause. Donc là on change le temps. Là, le temps passe, on attend l'entrée suivante. Pause, ça veut dire attendre l'entrée suivante. À l'entrée suivante, pause se termine et on émet C. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait simple. Une fois qu'on a compris que c'est aussi bébête que ça, on est prêt à en tirer toutes les conclusions, ce qui peut prendre 20 ans, mais ça, c'est la vie. Alors, le parallélisme, alors comment ça marche? Eh bien, c'est du parallélisme synchrone, c'est-à-dire le temps est le même pour les deux composantes, et quand elles se parlent, elles vont s'entendre instantanément. Ça, je vais en parler après. Alors, ici, on va donc démarrer au premier instant. Alors, attendre A, attendre B, ça veut dire quoi? C'est qu'à chaque instant, ces instructions await se réveillent et regardent s'il y a le signal mentionné. Est-ce que A est là? Si oui, elle termine, c'est tout. Ça, c'est await. Donc, qu'est-ce qui se passe, mettons? Ici, on fait attendre A, attendre B. Quand on a A, on émet C dans le même instant. Quand on a B, on émet D dans le même instant. Et quand les deux ont fini, en temps 0, on passe à la suite. Donc le parallèle est synchronisant, il se termine exactement quand les deux se sont terminés. On passe à E. Alors ça fait quoi? Ça fait ça, par exemple. Là, on a eu A qui a fait C, puis B qui a fait D et E. Comme A est déjà terminé, la branche de gauche est déjà terminée. Quand la branche de droite termine, tout termine et on a E.
On peut avoir une autre exécution du type BD ACE. Et puis on peut avoir une troisième exécution où A et B arrivent ensemble, et dans ce cas-là, on a CDE ensemble. Donc la notion de ensemble et de simultané ne pose aucun problème, comme dans les circuits d'ailleurs. Donc ça, c'est la définition de parallèle. On peut vérifier par un tas d'arguments mathématiques que c'est forcément la bonne, et que toutes les autres sont très faciles à dériver de celle-là, alors que celle-là est impossible à dériver des autres. Alors, préemption. Qu'est-ce que c'est la préemption? Regardons par exemple await x et mit y. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Attente et préemption. Alors, quand je dis attendre x, ça prend au moins un tick, au moins un.